J'ai toujours été un enfant curieux. À l'âge de 6 ans, ma mère disait qu'elle me surprenait souvent devant des arbres en train d'essayer de compter. Elle me demandait ce que je faisais. Je lui disais, j'essaie de compter toutes les feuilles Ouais, qu'il y avait sur le manguier ou sur l'arbre devant lequel j'étais. Le savoir permet d'apporter de la confiance, en fait. Confiance en soi. cette initiative de la BCAO là, visant l'interopérabilité, est-ce que tu y vois, toi, une opportunité ou un risque pour les fintech? Cette interopérabilité, pour moi, je l'aperçois en fait comme une interopérabilité qui interconnecte trois acteurs. Les banques traditionnelles, les microfinances et les émetteurs de monnaie électronique. Si tu lis un livre chaque mois et que tu le fais pendant 18 mois, tu auras réalisé un mini MBA. Les limites qu'on a sont les limites qu'on s'impose soi-même en réalité. Quand on regarde la zone subsaharienne, on parle de 1,5 trillion de dollars en circuit sur des plateformes de mobile money. Batonga, c'est fort des... Mon cher ami, arrête de scroller. Tu partais où? Reste. Aujourd'hui, on rencontre un profil très intéressant. On rencontre Charles Bukenda. Il a commencé dans le secteur des avions. Ensuite, il est passé dans le secteur du pétrole. Il a eu la chance, durant sa carrière, de diriger des marques internationales. Mais aujourd'hui, il construit le futur du mobile money entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va parler de fintech, on va parler de banque, on va parler d'interopérabilité. Accroche-toi, attache tes ceintures, enfin ta ceinture pour tout apprendre. Bienvenue dans Batonga et surtout, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est seulement comme ça qu'on va faire exploser cette communauté. Bonjour Charles. Bonjour Béranger. Merci de nous faire l'honneur, l'immense honneur de passer sur Batonga. D'ailleurs, je me demande si je vais renommer le podcast Big Boss. Parce que décidément, on reçoit que des Big Boss. Et aujourd'hui, on en a un qui est toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître? Ok, merci Béranger. Alors, je m'appelle Charles Bukenda. Je suis gabonais. Je vis en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Je suis entrepreneur depuis quelques années, après une longue carrière en tant que salarié dans de nombreuses multinationales, dans diverses industries. Et voilà, je suis un passionné de l'Afrique. Je suis un passionné de l'entrepreneuriat en Afrique et surtout de l'émergence en fait de la jeunesse gabonaise et l'autonomisation des jeunes. Oui. Quand tu dis que tu as eu une vie de salarié, c'était jusqu'à quel niveau? Tu as terminé sur quelle position à peu près? Alors, j'ai fini dans les comités de direction de multinationales, notamment dans les telcos et dans la grande distribution. Voilà, j'occupais des postes de directeur fonctionnel ou même de DG sur mon dernier poste salarial. D'accord. Et toi, tu as commencé sur le tarmac avec Air Gabon. Aujourd'hui, tu travailles dans la fintech. Deux univers complètement opposés. Est-ce que toi, tu vois, je vais dire, une interconnexion entre ces différents chapitres de ta vie professionnelle? J'ai même envie de dire que j'ai commencé avant les tarmacs, à 23 ans, après mon diplôme d'ingénieur en maintenance industrielle au Gabon. J'ai commencé dans le pétrole, donc chez Schlumberger, avant d'arriver sur les tarmacs dans l'aviation. Et ensuite, il y a eu plusieurs autres expériences. Il y a eu donc les télécommunications avec la téléphonie fixe, téléphonie mobile. Et en tant que salarié, j'ai terminé avec la distribution, la grande distribution, notamment pour British American Tobacco, où j'ai été DG et je gérais le Gabon et la Guinée équatoriale. Alors, la connexion entre les deux, j'avais une conversation avec un copain qui a fait la plus grosse partie de sa carrière dans la même entreprise, une vingtaine d'années. Et moi, une vingtaine d'années, j'ai fait pas loin de 10 entreprises. Et on se demandait en fait s'il y avait un lien entre nos deux expériences. Et finalement, on est arrivé à la conclusion que oui, moi j'ai changé à travers les entreprises et les industries. Lui, il a changé à l'intérieur de la même entreprise à travers les fonctions et les niveaux de responsabilité. Mais à la fin de l'expérience, en fait, il y a une chose qui reste commune, c'est de l'apprentissage, en fait, qu'on fait à travers tout le parcours, en tout cas pour ce qui est dans mon cas. Et je pense que cet apprentissage dans la même entreprise, si on ne l'a plus, alors ça devient dommage. Et du coup, toi, quand on revient à ton échange avec ton ami,
tu vois ces deux parcours, celui qui fait 20 ans dans une même entreprise et celui qui fait de l'exploration. Je parle d'exploration parce que euh, le secteur change régulièrement au fur et à mesure que sa carrière évolue. Qu'est-ce que tu préfères? 20 ans dans la même entreprise ou changer régulièrement avec le recul que tu as aujourd'hui? Alors, je ne vais pas dire que j'ai une préférence particulièrement, mais je pense que j'aime bien en fait le parcours que j'ai eu à travers à la fois les industries, donc des environnements différents, à la fois des cultures différentes, des défis différents. Mm. Mais lui particulièrement, il a eu l'opportunité de travailler dans une entreprise qui offre différentes fonctions, qui a plusieurs business units et qui donne aussi l'opportunité en fait de se refaire dans sa carrière parce qu'il a été ingénieur, et ensuite il a été DRH, ensuite il a été DG, tout ça dans la même entreprise. Et c'est vraiment en fait moi mon ADN en fait de pouvoir apprendre de nouvelles choses régulièrement, Mm. affronter de nouveaux défis, que ce soit dans la même entreprise ou dans une entreprise différente. Mais dans mon cas, quand dans la même entreprise, je n'étais plus en mesure d'être confronté à des nouveaux défis, Mm. à des nouveaux apprentissages, alors je commençais à m'ennuyer et j'envisageais de partir. Mm, 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 mm. Bon, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Certains diront qu'en changeant d'entreprise, euh, on a une progression salariale plus importante. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as remarqué euh, pendant que tu travaillais ou c'est pas du tout le cas? Moi, j'ai eu les deux cas. J'ai eu des cas où dans la même entreprise, j'ai fait des bons salariaux, en fait, hein. C'est souvent arrivé quand il y a des opportunités, généralement, qui sont des terrains vierges, Mm. qui n'intéressent pas à la grande majorité des salariés. Oui. Ou, alors, je vais prendre un exemple. J'ai passé 9 ans dans la téléphonie mobile. Mm. J'étais confortablement installé comme manager senior, chef de produit au marketing. Donc voilà, c'était un poste qui était très prisé, même en termes de valorisation des postes dans l'organisation. C'était un poste qui était super bien classé, avec une très belle équipe, et surtout avec des acquis en fait. Et puis donc en 2010, il y a le mobile money qui commence à s'étendre dans la zone d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et l'entreprise décide d'en faire un projet stratégique. Sauf que personne ne comprend à cette époque ce que c'est, Mm. ça n'intéresse personne. Yes. Et on me dit, OK Charles, est-ce que tu voudrais gérer ce projet dans ton équipe? Je dis oui, mais c'est un gros projet, il va falloir que je recrute une ressource. Seulement en recrutant une ressource, on se rend compte que le projet est encore trop gros pour être géré dans une unité qui existe. Parce que c'était un projet extrêmement transversal, en fait, qui regroupait toutes les fonctions de l'entreprise. Et je vais me plaindre chez mon DG, je lui dis, écoute, il nous faut une ressource encore senior. Mm. Il me dit, mais pourquoi tu ne le ferais pas toi-même? Et là, en fait, je me retrouve face à un dilemme où il faut abandonner les acquis du confort que j'ai, Yes. même le prestige à l'intérieur de l'organisation, pour aller recommencer quelque chose de zéro, Mm. quelque chose où il n'y avait pas d'adhésion, où c'était Mm. inconnu. Et j'ai pris donc le pari d'arrêter avec ce confort et d'aller vers quelque chose qui était totalement nouveau, mais surtout parce que je recherchais à apprendre des nouvelles compétences. Ça a été 2 années extrêmement difficiles, la phase de gestion de projet et ensuite finalement la phase de mise en L'implémentation. Oui. d'implémentation. Et la consécration, ça a été qu'en fait, finalement, on a créé une direction. Et Mm. donc, naturellement, je suis devenu directeur la première fois dans une multinationale à travers cette expérience qui a commencé avec un risque et finalement qui s'est terminée avec une belle opportunité. Super. Super, super. Quand je t'écoute, je me rends compte que je suis quelqu'un qui aime apprendre de nouvelles choses, aime être confronté à des challenges. Je regarde ton parcours et je me rends compte que euh, jusqu'à maintenant, tu continues d'étudier. Parfois, ça peut étonner quelqu'un comme moi parce que je me dis, mais tu as déjà été DG, tu as eu tous les summums qu'on peut avoir dans une carrière professionnelle. Pourquoi continuer constamment d'étudier? Je vois que tu es passé par HEC, maintenant tu es à l'IX. Qu'est-ce que tu n'as pas eu à HEC que tu obtiens à l'IX et pourquoi tu continues de faire ça si tu n'envisages plus, je vais dire, retourner dans le salariat, par exemple? Alors ça, c'est une très, très belle question. Alors, je pense que j'ai toujours été un enfant curieux.
À l'âge de 6 ans, ma mère disait elle me surprenait souvent devant des arbres en train d'essayer de compter. Elle me demandait ce que je faisais. Je lui disais, j'essaie de compter toutes les feuilles Ah ouais. qu'il y avait sur le manguier ou sur l'arbre devant lequel j'étais. Et j'ai toujours pris du plaisir, en fait, à être assis à côté des personnes d'un certain âge, parce qu'on sait bien que la transmission africaine est orale, et d'écouter des histoires de toute nature, en fait. Ça peut être des histoires des héros dans la famille, ou des histoires culturelles. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est juste installé depuis très longtemps. Et finalement, en commençant ma carrière après les études, euh, j'ai commencé à réaliser que vraiment le savoir, c'était extrêmement important. Et c'est ce qui pouvait faire la différence, en fait, entre les individus, parce qu'on est quand même une planète où on a plusieurs milliards d'individus. Et aussi, en fait, le savoir permet d'apporter de la confiance, en fait, Hum. confiance en soi. Et ce savoir ne passe pas nécessairement à travers des études structurées, hein. Moi, je suis curieux de tout. Je lis des livres dans tous les domaines, alors qu'à la base, je n'étais pas un jeune qui aimait lire, mais j'ai très vite compris que le savoir passe à travers la lecture. Donc, j'ai appris à lire. Et donc, je pense que le savoir, quand on regarde l'environnement africain aujourd'hui, avec une démographie qui est très, très jeune, c'est une des armes, en fait, qu'on doit utiliser pour permettre à nos jeunes de trouver leur voie dans ce monde devenu de plus en plus complexe. Et j'ai énormément voyagé également, et à travers les voyages, j'ai rencontré des gens, en fait, qui m'ont appris plein de choses. Donc, je suis vraiment convaincu que le savoir, c'est quelque chose qui est extrêmement indispensable pour les êtres humains. Yes. Et du coup, c'est la raison pour laquelle tu continues de te former perpétuellement. Oui, oui, tout à fait. À chaque fois que j'ai le sentiment d'avoir un gap de connaissances, je n'hésite pas à aller réapprendre. Je Hum. demandais tout à l'heure qu'est-ce que j'ai pas appris à HEC, que je suis allé chercher chez Polytechnique. C'est deux environnements totalement différents. Je suis à HEC, en fait, à l'époque, en multinationale. Je préparais la migration vers l'entrepreneuriat, même si je l'avais entamé en tant que salarié. Et donc, j'avais besoin d'apprendre à structurer une entreprise, à gérer toutes les dimensions d'une entreprise, parce qu'une des particularités, quand on devient entrepreneur, c'est qu'au premier jour, on se retrouve tout seul. Et il va falloir faire tout seul, avant de commencer à avoir ses premiers clients, sa première Yes. surface financière, et recruter les gens. Et donc, ça fait un moment que je suis entrepreneur dans les métiers de la tech. Et donc, la technologie évolue tellement, de plus en plus d'innovation Hum. ces derniers temps. Et donc, j'avais le besoin, en fait, de me remettre à niveau, ou de me remettre à jour sur les dernières technologies. Et quand je regardais cette formation, en fait, elle offre un panel large de découvertes à travers toutes les Hum. technologies de pointe actuelles. Yes. Très clair. Euh, comme tu l'as dit, le savoir en Afrique est souvent, il n'est pas souvent livresque, il est plutôt oral. Est-ce qu'il y a eu un conseil à un moment donné de ta vie qu'on t'a donné qui te drive jusqu'aujourd'hui? Oui, il y a quelqu'un que je considère comme un mentor, qui m'a dit plein de choses intéressantes certaines d'entre elles ont vraiment impacté la suite de ma vie. Une de ces choses à propos du savoir, c'est qu'il me disait, tu sais, Charles, si tu lis un livre chaque mois et que tu le fais pendant 18 mois, tu auras réalisé un mini MBA à Mhm. travers le savoir que tu vas acquérir à travers ces livres. Parce que c'est des gens intelligents qui écrivent des livres. Et si tu n'as pas accès à ces gens en personne, tu peux au moins accéder à ces personnes à travers les Des livres. C'est livres. quelque chose qui est resté Mhm. gravé, oui. Mhm, 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 mhm. Super. Et tu as occupé, on va dire, tu as eu de très beaux postes durant ta carrière. Je suppose que tu as eu beaucoup de responsabilités aussi. Tu parlais de l'ouverture d'une direction tout à l'heure. Donc ça t'amène quand même... il y a un côté intrapreneuriat. À quel moment tu te dis, il faut que je devienne entrepreneur temps plein et pourquoi? C'était quoi le déclic? Alors, je pense que j'ai toujours été. Enfin, je pense que c'était peut-être pas de l'entrepreneuriat, mais tout jeune, je vendais déjà mes services, même à mes parents, en fait. Au lycée, je vendais
je faisais des bonnes affaires, j'allais à la friperie, j'achetais des t-shirts. Et quand un de mes copains appréciait un de mes t-shirts, j'étais capable de lui revendre parce que je pouvais aller me racheter un autre et avoir l'opportunité, bien sûr, de le changer. Euh, en étant salarié, je continuais à faire un peu d'entrepreneuriat dans l'entreprise parce que, comme je disais, je travaillais 9 ans dans une entreprise de téléphonie mobile à une époque où c'est une industrie qui explosait. Et donc, elle ouvrait énormément d'opportunités en termes d'innovation. Et comme je suis de nature très curieux, j'ai toujours couru à travers des opportunités pour saisir des offres de changement ou d'apprentissage de nouvelles compétences. Donc, ce qui m'amenait finalement à travailler souvent en mode projet et donc, d'apprendre des nouvelles choses à travers ce mode projet en intrapreneuriat dans l'organisation. Mais il y a une chose qui m'a toujours personnellement dérangé en tant que salarié, c'est le manque de liberté qu'on a enfin le manque de liberté en fait quand on est salarié. Ça peut être même sur des choses relativement simples. Pour partir 2 jours de façon totalement imprévue, c'est pas possible parce qu'il faut quand même faire une demande d'absence et il faut que quelqu'un te l'accorde. Et donc cette notion de liberté, en fait, Même en tant que directeur général? ah oui, Ouais. tout le monde a un patron. Oui, le CODIR, non pas le CODIR, le board. Oui, il y a Ok. le board lui-même, il y a les actionnaires. Et parfois même aussi, pour certaines organisations, le client, c'est notre patron. Yes. Non, il y a cette notion de liberté qui est quand même difficile quand on est salarié. Moi, je connais un directeur général en RDC qui devait partir pour une urgence et à qui son patron au board ne voulait pas qu'il parte, en tout cas pas à cette période. Et il a dû arrêter la collaboration avec son entreprise pour ça, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi à son niveau, il était obligé d'en arriver là avec son patron au board. Donc oui, on n'a pas le même niveau de liberté quand on est entrepreneur et quand on est salarié. Et moi, dans mon cas, en étant salarié, ce qui m'a retenu le plus longtemps, en fait, c'est quand on est salarié, c'est quand on améliore son revenu, en fait. Moi, à partir du moment où je suis rentré dans le comité de direction des entreprises, ça devenait de plus en plus difficile de partir parce que une des choses, malheureusement aussi, qui se passe quand on est jeune cadre, c'est que quand on augmente son revenu à travers le salaire, on augmente le niveau de vie. On augmente le niveau de vie proportionnellement. Donc, on ne crée pas de marge pour faire d'épargne, pour investir, sauf si on a évolué dans un environnement qui est très axé là-dessus. Intelligence financière, tout ça. Voilà, exactement. Et donc, finalement, moi, je me suis retrouvé dans cet engrenage où, en fait, j'améliore mon salaire, j'améliore mon niveau de vie et j'ai de plus en plus de mal à devenir entrepreneur jusqu'au moment où j'ai dit, bon, là, il fallait que j'arrête parce que j'avais déjà une entreprise. J'étais déjà entrepreneur, sauf que je pouvais y travailler que la nuit, en fait, après les heures de boulot. Et aujourd'hui, avec les connaissances que tu as, la perspective que tu as, qu'est-ce que tu dirais au Charles de il y a 20 ans? C'est-à-dire, non, pas au Charles de il y a 20 ans, au Charles de 20 ans. Alors, il y a plein de choses que je pourrais dire. Une des choses parmi les plus importantes, en fait, sur lesquelles je voudrais revenir, c'est cette notion, en fait, de gestion d'argent, en fait, de gestion financière. On n'a malheureusement pas, dans nos environnements africains, une culture de l'apprentissage de la gestion financière. Au Charles de 20 ans. Il y a 20 ans, je dirais, mets de l'argent de côté, investis dans n'importe quoi et éduque-toi dans la gestion financière et dans l'investissement. Ce que je fais aujourd'hui, si je l'avais commencé quand j'avais 20 ans, je pense que j'aurais peut-être pu aujourd'hui anticiper ma retraite. C'est important de commencer tôt parce qu'on apprend plus vite et plus tôt. Et en fait, ensuite, on utilise tous ces acquis un peu plus tard pour pouvoir tirer profit de cette fameuse liberté qu'on recherche. Parce que la liberté qu'on recherche, elle est encore meilleure quand elle est financière. Yes. En parlant de liberté, moi, il faut dire que généralement, la liberté, ça va être ce que
la quête perpétuelle des entrepreneurs. Et c'est pour ça que parfois on passe par la case salarié pour apprendre, mais on finit par sauter. Cependant, je me suis rendu compte qu'on peut devenir esclave de son entreprise à cause du modèle parfois, mais aussi à cause de la taille. Est-ce que toi, tu n'as pas eu une désillusion quand tu quittais salarié, donc grand chef d'entreprise, et que maintenant tu passais à entrepreneur, ou peut-être tu n'avais pas d'assistante et que tu devais tout faire, ou peut-être que tu n'avais pas de collaborateur. Comment tu as vécu ce tremplin-là? Est-ce que cette liberté que tu cherchais, tu l'as eue et au bout de combien de temps? Alors, la beauté de l'entrepreneuriat, c'est quand même de gagner de l'argent. Mais quand on devient entrepreneur, on découvre plein de choses en fait qu'on ignorait. Et parmi ces choses, c'est qu'on est tout seul. Premier jour, on est tout seul. Quand on a eu la chance d'avoir un petit bureau, on se retrouve tout seul. Et si on a été directeur dans des multinationales, tout le service lié à la fonction n'existe plus. L'assistante, parfois même pour se faire son café, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que parfois même des gens en fait qui vous déroulaient le tapis rouge n'existent plus en fait. Vous devenez totalement anonyme. Ouais. Vous n'arrivez plus à valider un rendez-vous, vous n'arrivez plus à avoir la disponibilité des gens qui autrefois en fait étaient disponibles. Ouais. Et ça c'est extrêmement bouleversant. Ah ouais. Ouais. J'ai eu en tout cas beaucoup d'aînés qui m'ont dit qu'ils voudraient passer dans la case entrepreneuriat temps plein. Pour la plupart, c'est des DG d'institutions, de grosses institutions. Et moi, je suis de l'autre côté, je suis like. Ne venez pas, ne venez pas. C'est trop dur. Ne venez pas. Et en fait, j'ai l'impression parfois qu'en étant DG, on se dit que comme toutes les portes s'ouvrent, normalement, on a du réseau. Mais une fois qu'on passe entrepreneur, le réseau peut devenir Non, inexistant. mais une grande partie des portes s'ouvrent par rapport à la fonction. C'est ça. Par rapport à la fonction et la position dans la société. C'est ça, c'est ça. C'est ça et ces portes peuvent se refermer complètement une fois. Parce qu'on n'a plus la position. Exactement. Ouais. Et c'est ce sur quoi j'essayais d'alerter en fait mes aînés. Je me disais, ne fais pas confiance à ton réseau parce que tu es directeur. Quand tu vas devenir entrepreneur, ces personnes n'auront plus un intérêt à t'ouvrir les portes comme elles te l'ouvraient avant. Exactement. Et donc, tu vas devoir réapprendre à te faire un nouveau réseau qui, maintenant, va t'ouvrir les portes pour celui que tu es. Il faut tout reconstruire parfois. Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, tu as eu envie de tout lâcher? Oui, mais alors ça, c'est ce qu'on ne raconte pas souvent dans la vie des entrepreneurs. Je pense que tous les entrepreneurs seraient d'accord avec moi. C'est des choses qui arrivent régulièrement, en fait. Régulièrement. Et moi, dans mon parcours, les exemples sont nombreux. Je les compte même plus. Des fois où on se dit là, est-ce qu'on a vraiment fait le bon choix? Il faut peut-être tout arrêter et arrêter. Bon, à ce moment, c'est important d'avoir quelqu'un qui arrive à ce moment et qui à travers pose des questions. Voilà, à travers quelques mots, à travers un partage d'expérience, ou même juste par la présence, en fait, te réconforte et finalement te rebooste un tout petit peu pour repartir. Yes. Mais voilà, vouloir tout abandonner, j'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent extrêmement souvent dans la vie d'un entrepreneur. Ouais. Et surtout, toi, tu as plusieurs fois été au CODIR d'entreprise, tu as fait un ESSEC MBA, tu es en train de faire un ESSEC master dans des écoles prestigieuses. Est-ce que parfois tu te dis pas le coup d'opportunité que l'entrepreneuriat te fait avoir du coup parce que tu te dis peut-être si j'étais avec l'expérience actuelle, le niveau d'éducation actuelle, est-ce que tu te dis pas que tu peux faire 2-3 fois mieux ailleurs ou est-ce que tu n'as été jamais confronté à ça? Sincèrement, non. Parce qu'une des choses aussi particulières que ces formations m'ont apporté, surtout la première, donc HEC, en fait, c'est te rendre compte que les limites qu'on a
sont les limites qu'on s'impose soi-même, en Hmm. réalité. Et d'ailleurs, j'aime bien le slogan de HEC qui dit apprendre à oser, en fait. Hmm. Euh, cette première formation m'a véritablement transformé au point où j'ai réalisé que ce que j'ai envie de faire, enfin, ce que je veux faire, c'est ce que je décide moi de faire. Hmm. En termes d'opportunités, j'imagine que tu parles des revenus salariaux, du statut. Des primes. Oui, tout à fait. Alors Ouais. moi, quand j'étais salarié, euh, alors chaque fois que j'avais une promotion, je me disais, OK, je m'étais engagé à faire ceci et cela quand j'aurai tel niveau de salaire. Je n'ai pas réussi à le faire parce que j'ai augmenté mon train de vie. Cette fois, vraiment, je promets quand j'aurai les 15-20 prochains Hmm. pourcents d'augmentation, je vais réaliser ceci, je vais réaliser ça. Et je suis resté dans cet engrenage pendant très longtemps où, en fait, finalement, chaque fois que mon revenu augmentait, mon niveau De vie de aussi. vie augmentait. Et je me suis retrouvé un jour, en fait, dans une phase de questionnement intérieur où je me suis demandé si c'était vraiment ce qui me drivait, en fait. Hmm. Parce que toutes les fois où j'ai eu des augmentations de salaire ou que je suis arrivé à un niveau de salaire qu'on peut considérer même parfois enviable, parce Hmm. que euh, dans les multinationales des telcos, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais moi j'ai connu des époques où on payait des salaires extrêmement élevés. Euh, mais je ne voyais pas des gens de plus en plus heureux autour de moi, en fait. Ouais. Soit je voyais des gens qui déprimaient parce qu'ils travaillaient beaucoup, parce qu'ils avaient beaucoup de pression, même quand ils avaient des salaires élevés, mais qui n'étaient pas nécessairement heureux. Et parfois, on peut voir des gens autour de nous qui gagnent nettement moins d'argent, qui sont heureux. Et donc, cette phase de questionnement m'avait permis de réaliser que ce n'était pas en réalité ce qui Te me drive. driver. Ouais. Hmm, hmm, hmm. Ok. Et tu as vécu, donc pour entrer dans un autre registre, tu as vécu l'arrivée du mobile money avec Airtel. Pour toi, est-ce que le moment où tu vis l'arrivée là, est-ce que ça représentait déjà une révolution par rapport à son temps? Est-ce que tu discernais ça déjà? Alors, moi, je suis rentré dans les telcos en 2008, donc en février 2008. Et le mobile money était encore dans ces phases, on en parlait déjà dans l'industrie des telcos, mais c'était dans ces phases embryonnaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment au Kenya, parce que la première tentative c'était en 2005, ça a été relancé en 2007. Il y a plusieurs tentatives en fait pour résoudre des problèmes entre les zones rurales et les zones urbaines, de soutien à la famille dans les zones rurales et éviter les mouvements des populations. Donc, c'était des projets qui étaient financés par des institutions internationales au Kenya et pilotés par M-Pesa, enfin Safaricom Yes. au Kenya. Donc on en parlait, mais personne à ce moment n'envisageait que ça deviendrait une révolution. Hmm. C'est vraiment autour des années 2010 que ça commençait à devenir une révolution. Je pense qu'en 2010-2011, on parlait déjà des 500 millions de dollars de flux mensuels qui transitaient à travers les plateformes de mobile money pour adresser un problème de transfert d'argent des zones urbaines vers les zones rurales, en fait. Ça a ouvert des opportunités immenses à des transactions diverses Yes. de flux financiers. Et le fait aussi que les modèles traditionnels des banques ne donnent pas accès à une grande majorité de la population africaine, finalement, cette solution venait régler une problématique. Et donc, toutes les autres entreprises des télécoms en dehors donc, du Kenya, Tanzanie, Ouganda, qui est dans la même région, ont commencé à regarder ça comme une vraie opportunité business, pas comme une solution qui venait régler le problème. Parce que ça a été au départ une solution qui venait régler le problème en Afrique de l'Ouest, et c'est devenu finalement un levier important pour les opérateurs de téléphonie mobile. Donc c'est vraiment, on va dire, autour de 2012, 2013 et même 2014, quand ça a explosé en Afrique de l'Est, qu'on a réalisé que c'était vraiment une vraie révolution. Hmm. En 2014-2015, on parlait déjà de 40%, 30 à 40% des actes d'achat au Kenya qui se faisaient avec un téléphone portable. Mobile money. Ils ont fait disparaître des entreprises comme Western Union pour des transferts d'argent Hmm. nationaux. Hmm. Et c'est arrivé un peu plus tard, récemment, dans beaucoup d'autres pays africains. Mais les observateurs des plateformes comme le GSMA voyaient déjà autour de 2010 que ça allait être une très, très grande révolution. Mais voilà,
au début de la téléphonie, du mobile money. Et aujourd'hui, il y a un gap qui est immense et personne n'avait anticipé que ce serait une grande révolution. Et Yes. pour donner un chiffre, hein, pour que les gens réalisent à quel point c'est vraiment quelque chose d'immense, quand on regarde la zone subsaharienne, on parle de 1,5 trillion de dollars en fait, qui circulent sur des plateformes de mobile money. C'est des montants qui sont juste monstrueux et c'est pas Yes. fini. Hein, on n'est même pas encore sur une phase optimale d'usage de cette technologie. Il y a Yes. encore plein de Yes. gaps à remplir. Yes. Et du coup, toi, ta boîte, vous opérez, vous êtes un agrégateur, c'est ça? Agrégateur de paiement, oui. D'accord. Vous opérez dans la zone CEMAC. Oui, donc Et, au Gabon, au Tchad, ah, et bientôt en RDC, même si c'est pas dans la zone CEMAC. Oui. ok. Et là, vous êtes en train aussi de vous étendre dans la CEDEAO. Oui, en Côte d'Ivoire, oui. C'est quoi, en tant qu'entrepreneur FinTech, la différence entre ces deux zones pour toi? Alors, il y a très peu de différence, hein, même si j'entends des discours qui disent on est plus dynamique dans telle zone, on est plus dynamique. En termes pour moi, c'est plus une question de marché, en fait. Quand on regarde l'Afrique centrale, en dehors du Cameroun, nous, on a un peu plus de 25 millions d'habitants. On est sur des marchés qui sont trop petits. Et quand on regarde l'Afrique de l'Ouest, on est sur des marchés en population qui sont plus grands. Et l'élément différenciant que je perçois, c'est le facteur économique, en fait. On a un dynamisme économique qui est beaucoup plus important sur le marché d'Afrique de l'Ouest, notamment avec des pays qui tirent ça vers le haut, comme la Côte d'Ivoire, suivi du Sénégal. Ouais. Donc, l'Afrique de l'Ouest francophone. Oui, francophone, bien entendu. Okay. Après, si on prend toute l'Afrique de l'Ouest, il y a des pays comme le Kenya, le Nigeria et le Ghana qui viennent renforcer justement la région. Yes. Et en fait, moi, je perçois parfois la zone CEMAC un peu comme trop protectrice, tu vois, un peu mettant des barrières à l'innovation en matière, par exemple, de crypto et tout. Est-ce que toi, tu ne ressens pas dans ton quotidien d'entrepreneur FinTech que la régulation est trop protectrice? Je pense que fondamentalement, les banques centrales, que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, ont cet ADN d'établissement conservateur. L'autre chose aussi, c'est que en fait, les jeunes de ces deux régions n'attendent pas les banques centrales. Ils innovent, ils essaient des choses, ils mettent sur le marché des produits et services. Après, c'est vrai que quand on observe, l'Afrique de l'Ouest en termes de régulation a tendance à aller un peu plus vite que l'Afrique centrale. Oui. Là, on voit bien toutes les nouveautés qui sont prises en charge par la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest pour accompagner les activités, pas fintech, mais les activités de transactions financières numériques. Et la région de l'Afrique centrale qui est un peu plus à la traîne, mais on a des échanges réguliers avec le régulateur en Afrique centrale, donc ils échangent régulièrement également avec ceux de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que les gaps ne sont pas très importants. D'ailleurs, les dernières évolutions qui sont arrivées en Afrique de l'Ouest vont bientôt arriver en Afrique centrale également. En parlant de révolution, on entend dernièrement le PSPI, cette initiative de la BCEAO là, visant l'interopérabilité. Est-ce que tu y vois, toi, une opportunité ou un risque pour les fintech? Tout à l'heure, tu disais que les fintech certains jeunes n'attendaient pas forcément que la régulation ou que la zone soit favorable, avaient des initiatives, mais du coup, quand il y a des initiatives de la Banque centrale comme PSPI, qu'est-ce que ces jeunes-là deviennent? Est-ce que ça détruit pas la valeur qu'ils ont créée? Alors, c'est une décision extrêmement importante qui a été prise en Afrique de l'Ouest. Comme dans toute décision, il y a un objectif qui est affiché, qu'on poursuit. Et toute décision vient avec des défis importants. Après, quand on regarde l'activité des fintech sur les deux régions,
on voit bien qu'il y avait quand même besoin de réguler l'activité parce qu'on est en train de parler de transactions financières. Donc, c'est des plateformes, pour certaines d'entre elles, côté fintech, qui sont interconnectées à des environnements beaucoup plus régulés comme les banques, les émetteurs de monnaie. Donc, ils pouvaient aussi, pour certains, présenter le maillon faible en fait, dans la chaîne de sécurité et de protection des consommateurs et même de tout l'écosystème. Donc, il y avait un besoin de réguler. Euh, et la régulation, moi, de ce que j'observe dans la régulation récente en Afrique de l'Ouest, la question qui revient souvent, en fait, c'est celle de la gratuité des transactions, qui est au cœur vraiment des débats. C'est vrai que la volonté, c'est d'améliorer l'inclusion financière, d'améliorer l'expérience client à travers le fait que les opérations sont désormais instantanées. Donc voilà, il y a une vraie volonté en fait de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais comme je disais, ça vient avec des défis. Et cette interopérabilité, pour moi, je l'aperçois en fait comme une interopérabilité qui interconnecte trois acteurs. Les banques traditionnelles, les microfinances et les émetteurs de monnaie électronique. Et quand on regarde ces trois acteurs, en fait, ces trois acteurs qui adressent des segments différents. Donc, les banques avec son segment, les microfinances pour adresser les clients en dessous, et ceux que les microfinances ne peuvent pas adresser, en fait, sont adressés par les émetteurs de monnaie électronique. Je n'ai pas le sentiment, sauf si je me trompe, que l'ensemble a été pensé en incluant les fintechs. On pourra même d'ailleurs débattre sur la relation des fintechs avec ces trois autres acteurs. Mais l'un dans l'autre, il y a les fintechs ont été inclus à travers ce qu'ils appellent donc les facilitateurs de paiement qui peuvent donc s'interconnecter à des émetteurs de monnaie ou bien les gros agrégateurs qui peuvent eux-mêmes aller directement chercher des licences à la Banque centrale. Mais un des gros défis, en fait, pour les fintechs, c'est en fait, on ne peut plus démarrer en étant une petite fintech en mode barbare et essayer de grandir comme c'est le cas pour beaucoup de startups. Il faut vraiment démarrer de façon structurée avec des unités de contrôle, la sécurité, la conformité et même un peu de surface financière pour garantir et sécuriser les flux, la caution qui est nécessaire pour pouvoir garantir les opérations de fraude ou de compensation qu'il peut y avoir. Moi, en tant que risque, pour les fintech, je me dis, celles qui transitent de l'argent d'un opérateur mobile money vers un autre, ou de la banque vers l'opérateur mobile money, vice-versa, elles peuvent avoir un peu plus de difficultés, dans le sens où ça devient gratuit avec PSPI. Est-ce que tu confirmes cette impression-là que j'ai? Absolument, mais c'est une inquiétude que même les trois acteurs principaux que j'ai évoqués tout à l'heure ont, notamment les émetteurs de monnaie. C'est une inquiétude qu'ils ont parce que une grosse partie de leur modèle économique est basée sur des frais en fait, de transfert à travers même ces plateformes. Donc ça, et ce que j'observe en fait, c'est l'un des nœuds en fait de cette décision chez les opérateurs, c'est comment on arrive à continuer à générer de l'argent pour garantir des investissements avec des transactions, une partie des transactions souvent très importantes qui est gratuite. Et effectivement, pour les fintechs, ça pose véritablement un problème. Donc, d'énormes défis en fait pour imaginer des nouveaux modèles pour gagner de l'argent. Est-ce que c'est des abonnements? Est-ce que c'est du freemium? Voilà, il faut être inventif en fait pour trouver sa voie. Mais ça exclut tout de suite en fait même si certains pensent que la barrière d'entrée a été baissée, moi je pense que c'est l'inverse. Toutes les petites fintechs qui n'ont pas de financement, elles ne pourront plus opérer, en tout cas de façon légale et réglementaire. Donc oui, le tarif à 0 francs, c'est une des grosses préoccupations de la plupart des acteurs. Et comment PSPI gagne de l'argent au final? Ou eux, ils viennent juste mettre à zéro et... Alors, il y a Parce qu'il y a une infrastructure quand même qui est mise en place. Tu t'imagines, tu as parlé de trillions de paiements, mobile money. Comment on met en place une infrastructure robuste si tout est gratuit? Comment est-ce qu'ils font de l'argent? En marketing, de toute façon, j'ai appris que quand quelque chose est gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Ouais. Donc,
le modèle en Afrique centrale, je sais pas comment, en Afrique de l'Ouest, je sais pas comment il est financé. Euh, mais actuellement, en Afrique, pour aller sur l'Afrique centrale, il y a le projet JIMAC qui est en train de grossir. En fait, finalement, qui interconnecte tous les acteurs, les fintechs, les émetteurs de monnaie, les banques, les microfinances et même d'autres établissements financiers qui ne sont pas les microfinances, alors qui interconnectent tout le monde. Et dans le modèle de JIMAC en Afrique centrale, en fait, des frais sont prélevés pas au client final, mais au marchand. Et il y a une clé de répartition en fait de ces frais entre l'unité de la Banque centrale, donc le JIMAC, et les différents acteurs qui sont porteurs des opérations qui sont réalisées, avec une compensation qui est centralisée par le JIMAC. On pourrait envisager que ce sera une évolution, sauf si en Afrique de l'Ouest, on continue à avoir, je ne sais pas comment, les financements pour gérer, organiser cette plateforme. Yes. Est-ce que du coup, tu penses que les banques classiques, parce que je vais poser ma question jusqu'au bout, après je vais justifier un peu. Est-ce que tu penses que les banques classiques ont encore une chance face aux fintech? Souvent, quand on écoute les banques, bon, certains acteurs vont dire on n'est pas vraiment des ennemis, voilà, on peut collaborer, on va collaborer. Mais sur le terrain, ce que je remarque, c'est parfois une hostilité d'un acteur vis-à-vis d'autres acteurs ou des manières de fonctionner qui sont tellement, tu vois, des conditions. La banque a ses conditions, sa manière de fonctionner qui est très carrée, pendant que les fintechs veulent un peu plus de l'agilité. Est-ce que tu penses que ces deux-là, on va réussir à les faire fonctionner ensemble ou un est voué, je sais pas, à se muer en l'autre? Euh, alors, je pense que il va falloir que tous ces acteurs apprennent à construire ensemble, en fait. Sinon, c'est tout le monde qui est perdant. Alors, on a dit on a la banque, on a la microfinance. Pourquoi on a les deux? Parce que les deux adressent des clients qui sont différents. La banque va adresser des clients qui sont beaucoup plus formels, qui peuvent fournir un certain nombre d'éléments de formalité qu'exige la banque traditionnelle. On a les microfinances qui vont être un peu plus risquées, qui vont être moins protocolaires, qui vont avoir un volume de documents moins exigeant que la banque. Et puis on a après le reste qui n'ont souvent qu'une pièce d'identité en fait, que va adresser les émetteurs de monnaie électronique et aussi les fintechs. En fait, finalement, quand on regarde ces trois segments, euh, ils adressent chacun des clients totalement différents. Et donc, les trois acteurs ont intérêt à collaborer au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème. Yes. Une banque ne sera jamais en mesure de gérer un porteur de porte-monnaie qui fait 5 000 francs de transactions de flux mensuels, en fait. La microfinance non plus. Alors que l'opérateur de téléphonie mobile qui a un porte-monnaie électronique, qui est émetteur de monnaie électronique, il est familier à ce type de client parce que c'est ce type de client qui gère en fait à travers le crédit de télécommunication. Et donc, si on arrive à créer une passerelle entre les trois acteurs, on arriverait finalement, en tout cas dans le continent, à tirer profit des technologies d'émission de monnaie électronique qui sont des choses qui marchent véritablement en Afrique. Il y aura toujours des transactions qui vont nécessiter la banque. Même les fintechs auront besoin, même les émetteurs de monnaie électronique et les fintechs auront toujours besoin de la banque pour un certain nombre de transactions et vice-versa. Donc, je pense qu'il faut que les acteurs arrivent à trouver la bonne façon de travailler ensemble plutôt que, comme on le constate aujourd'hui, de se considérer comme des concurrents. Yes. Oui, mais bon, comment tu fais quand tu es banque et tu remarques qu'il y a des telcos qui sont spécialisés sur certaines tranches, comme tu le dis, mais qui maintenant cherchent à avoir des licences bancaires? Alors, à partir du moment où un telco demande une licence bancaire, en fait, il devient le concurrent C'est ça. de la banque. Donc, il a les mêmes exigences en termes de contrôle, d'obligations réglementaires que toutes les autres banques. Mais pourquoi les opérateurs de telco sont tentés, en fait, de créer des banques pour pouvoir opérer leurs solutions? C'est parce que, justement, il y a une friction entre les opérateurs ou les émetteurs de monnaie électronique et les banques.
Ils n'arrivent pas à trouver la bonne façon de collaborer. Donc, les opérateurs se disent, OK, je vais créer ma propre banque et je vais donc faciliter mes opérations de mobile money. Je ne suis pas certain que ce soit toujours la bonne décision. On a quelques exemples dans le continent, des banques, des opérateurs même qui, pour certains, ont reculé ou vice-versa. Des banques qui ont décidé de devenir émetteurs de monnaie, qui ont reculé. C'est des métiers totalement différents. Il y a un bel exemple que j'aime bien prendre avec une banque extraordinaire qui s'appelle BGFI, qui a bien réussi en Afrique, pour ne pas les citer. Quand ils avaient décidé de se lancer dans la microfinance, donc ils ont créé l'Oxia. Sauf qu'ils ont pris les employés de la banque pour diriger l'Oxia. Donc, c'est des employés avec l'ADN de banque. Yes. Le premier réflexe a été de monter la première agence au centre-ville. Ils venaient en costume, dans des beaux bureaux brandés, avec des gros véhicules de fonction. Or, ce n'est pas le segment de la microfinance. Ouais. Tous les concurrents de cette microfinance commençaient au marché. Ouais. Donc, en plein marché, avec les clients du segment qui correspond à l'activité pour laquelle ils opéraient. Et donc, finalement, cette expérience n'a pas réussi. Et de mon point de vue, c'était une des raisons, c'est justement de se dire, OK, on va adresser un nouveau métier avec les comportements, en fait, d'un autre métier, et ça ne peut pas marcher. Yes. On parlait de tes activités qui sont entre deux zones économiques, CEMAC, CEDEAO. Ta vie aussi, Libreville, Côte d'Ivoire, enfin Abidjan. Qu'est-ce que t'apporte chacune de ces deux villes? Qu'est-ce que t'apporte chacun de ces deux pays? Alors, c'est plutôt très complémentaire. Je vais dire Gabon, Côte d'Ivoire. Alors, moi, le Gabon, en fait, j'adore la nature, en fait. J'aime la mer, la nature, la forêt. Et chaque fois que je suis au Gabon, en fait, c'est l'occasion de me reconnecter avec la nature. Et j'aime bien aussi des exemples africains d'environnement qui ose, qui prend des risques, qui se développe. Et quand je regarde la région de l'Afrique de l'Ouest et que je zoome sur la Côte d'Ivoire, en fait, je vois toutes ces choses arriver. Yes. C'est un pays d'un point de vue économique, les chiffres sont là, parfois plus de 7% de croissance et de façon continue sur plusieurs années, des infrastructures, des initiatives qu'on observe un peu moins dans la zone de l'Afrique centrale. Yes. Donc c'est pourquoi je dis en fait ces deux environnements sont complémentaires. Le Gabon, un pays qui est plus petit, qui est plus naturel, qui est plus calme, avec une population qui est plus petite. La Côte d'Ivoire avec une population qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus de mélange culturel et aussi un dynamisme économique qu'on observe assez facilement. Champion d'Afrique. Aussi. J'espère champion du monde bientôt. Tu ne peux pas tout dire sans citer le coup du marteau. Ok, bah écoute, est-ce que tu penses que le Gabon, justement, est sous-estimé un peu dans l'écosystème tech en Afrique francophone ou tu penses que c'est normal de par sa petite population? Alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont opérées au Gabon et ça a commencé depuis très longtemps. Mais il faut toujours se souvenir d'où on part. Dans la plupart des pays africains, toutes ces choses sont très nouvelles un peu partout, sauf certains marchés, et on les connaît, ce sont le Kenya, c'est l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, parfois le Nigeria. Donc toutes ces zones d'Afrique centrale, en fait, on part de loin où il a fallu... on part quand même des zones où, quand on était adolescent et qu'on devait entrer on s'apprêtait à rentrer à l'université, on ne peut pas dire à ses parents qu'on voulait devenir entrepreneur. D'ailleurs, le mot même lui-même n'était pas... C'était un peu péjoratif. Voilà, à l'époque, je me souviens, ce qu'on disait, c'est qu'il fait des affaires. Ouais. Et ça voulait tout dire et rien, en fait. Ouais. Parfois même, c'était assimilé à un brigand, en fait, qui fait des choses totalement illégales pour gagner de l'argent. Donc, on part de là, en fait. Et quand je regarde le Gabon, il y a eu beaucoup d'initiatives avec des incubateurs, avec des centres de prise en charge des jeunes pour les encadrer depuis l'idée jusqu'à la création de l'entreprise et parfois même l'accompagnement. Et donc, on observe depuis quelques années, ça bouillonne, une émulation en fait
d'initiatives entrepreneuriales, mais dans un marché qui reste quand même une niche. Ouais. Quand on parle de 2 millions d'habitants, et souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on est sur des populations jusqu'à 15 ans qui représentent parfois la moitié de la population. Donc on parle réellement de marché actif sur un marché comme le Gabon, de même pas 1 million de personnes. On parle de 600, maximum 700 personnes actives. Donc pour aller sur des échelles, en fait, même si on allait sur le plan national, Yes. le marché national lui-même est déjà une niche. Yes. Alors, il y a une ouverture régionale aussi avec des pays voisins, voilà, qui marche tant bien que mal. Mais le problème particulier que moi j'observe, c'est vraiment La taille. taille Ouais. du marché. Ouais. C'est pas la qualité des entrepreneurs ou la qualité des initiatives, c'est vraiment la taille du marché. Mais est-ce que du coup, c'est la remarque que tu te fais par rapport à toute la zone de l'Afrique centrale aussi parce qu'on voit que ça n'attire pas beaucoup de VC, de Venture Capital? Ah oui, moi, il y a un VC qui m'avait dit l'Afrique centrale, il nous faut une loupe pour aller chercher des opportunités là-bas, mais parce que le modèle des VC, en fait, c'est des expansions rapides, en fait. Et ça se traduit toujours par la taille du marché. Voilà, la taille de la population en termes enfin, la taille du marché en termes de population. Il y a quelques exceptions quand même qui sont faites au Cameroun. Il y a un peu d'attraction au Cameroun, mais ça reste quand même timide comparé à d'autres marchés dans l'Afrique francophone, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais du coup, si c'est autant difficile, tu as dit tout à l'heure que une fintech dans les conditions actuelles ne peut plus commencer aussi timidement, sans argent, comme autrefois. Si je dois commencer une fintech dans la zone CEMAC aujourd'hui, où je trouve l'argent? Bah, ça, c'est toujours l'honneur de la guerre. Oui, mais de ton point de vue. Moi, ce que je pense aujourd'hui qui va se passer avec le renforcement de la régulation, parce que bon, les régulateurs vont continuer à renforcer la régulation, avec le renforcement de la régulation, du moins ce qui devrait arriver, c'est que les fintechs mutualisent en fait. Ça ne servirait plus à rien d'avoir une pléthore de fintechs voilà, qui chacune essaie de survivre. L'idéal, ce serait en fait que les plus viables associent leurs compétences pour devenir de plus en plus forts. Parce que de toute façon, ce qui va se passer avec ces niveaux d'exigence et ce ticket d'entrée qui devient élevé, on va commencer à avoir... de la consolidation, c'est ça? Ou même, en fait, d'ailleurs, des grosses entreprises beaucoup plus structurées qui n'ont pas de problème pour respecter ou implémenter rapidement des régulations parce qu'elles arrivent des marchés qui sont déjà extrêmement régulés, qui savent lever des financements sur des marchés où l'argent inonde et venir occuper le terrain. Et bon, on le voit déjà sur certains pays, et même ici en Côte d'Ivoire, pour ne pas les citer. Ça veut dire que tu décourages tout jeune qui veut lancer une fintech aujourd'hui? Alors, non, pas du tout. C'est paradoxal parce que le monde inonde d'argent à la fin de la journée. Quand tu parles de lancer une fintech, tu es en train de parler de l'Afrique centrale. Oui. Un des problèmes... Ou de l'Ouest. Ah non, en Afrique de l'Ouest, c'est différent parce qu'on a d'autres facteurs. On a le marché en termes de démographie. On a une attraction de plus en plus grandissante, même sur le marché comme la Côte d'Ivoire, des initiatives de VC. On a un dynamisme économique parce qu'il y a un coefficient de dynamisme économique que moi je vois bien en Afrique de l'Ouest parce que même ramené à la même population, en fait, on a un dynamisme économique qui fait que l'Afrique de l'Ouest est beaucoup plus attractive. Et donc, non, en Afrique de l'Ouest, clairement, et on le voit bien, il y a de plus en plus d'acteurs qui entrent, des VC, des acteurs internationaux, des acteurs locaux qui émergent. Non, en Afrique de l'Ouest, je pense qu'il faut continuer à le faire. Ce qui va être le gros défi en Afrique centrale, ça va être, comme je dis sur le marché, en fait, c'est comment on arrive à consolider, à travers des initiatives comme celle de la GIMAC, comment on arrive à consolider le marché en un seul avec les 6 pays de la zone CEMAC pour en faire finalement un marché qui devient intéressant. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Mais clairement, ceux qui sont trop fragiles vont disparaître. Ouais. Malheureusement. Et parlons un peu, on va dire, d'argent. Parlons de mindset. Essayons de te découvrir un peu. Quel a été ton plus gros échec financier? En dehors de tout ce que tu nous as dit jusque-là. Là aussi, il y en a eu beaucoup. Hein. Tu sais,
avant que tu ne répondes, j'ai un grand frère à qui j'ai demandé quelle est l'erreur que tu as eu à faire quand tu avais 30 ans et que tu ne referais plus. Il m'a dit, j'étais en Afrique du Sud, je suis entré dans un shop et je suis sorti avec une Lamborghini ou une Ferrari payée cash. Et qu'aujourd'hui, avec du recul, il ne referait plus ça. Toi, du coup, tu vois, ça dimensionne un peu ce que je veux que tu nous sortes les vrais Alors topos là. moi, ce n'était pas une Ferrari. Oui. Je gagnais 1 million de francs CFA et j'estimais que c'était beaucoup d'argent. Et j'estimais que pour quelqu'un de mon rang, je ne pouvais plus prendre le taxi. Et donc, j'ai décidé de m'acheter une voiture. Mais c'était une voiture d'occasion que j'avais dû acheter, je pense, à 2,5 millions. Donc, 2,5 fois tout Ouais. mon revenu mensuel. Et bien sûr, je n'avais pas beaucoup d'économies. Donc, j'ai dû racler tout ce que j'avais pour acheter cette voiture. Et puis, en fait, il fallait mettre l'essence. Hmm. Donc, voilà, c'est simple, hein, il fallait juste faire le plein de la voiture, mettre un peu d'essence. Mais comme j'avais tout raclé, en fait, j'avais plus d'argent. Ah ouais. Et après, je me dis, ah, mais en fait, il faut payer aussi l'essence tout le temps. Et puis, un jour, il se met à pleuvoir, je mets des essuie-glaces, et je me rends compte que les essuie-glaces ne marchent plus. Il faut payer des essuie-glaces. Je me dis, mais cette histoire, c'est finalement un centre de coût. Et j'avais, au bout de 6 mois, réalisé que j'avais fait un achat pour lequel je n'étais pas prêt, en fait. Ouais. Et ça a été aussi une belle leçon. Ouais. Mais du coup, tu l'as revendu Je l'ai cette voiture. revendu, bien sûr. Je n'étais pas prêt, clairement. Mais tu gagnes 1 million. Oui, 1 million dans un pays où voilà, il faut payer un loyer, il faut se nourrir, il faut se déplacer, il faut... Ouais. Voilà. Non, mais si c'est ça, c'était ta plus grosse erreur. C'est une petite erreur, ça, Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que je m'étais quand même aussi endetté pour financer une partie de la de l'achat. voiture. Oui. Ouais, non, là, ça, c'est une vraie erreur, du coup. Ok. Bah, et aujourd'hui, tu as été, on va dire, dans de nombreux conseils d'administration. Tu es au conseil d'administration du BA, je crois, au Gabon. Qu'est-ce que ça change dans ta vision du risque? Euh, Ça me permet plutôt de mieux comprendre comment fonctionnent les banques, parce que quand on est entrepreneur, on a des attentes qui sont pas réalistes vis-à-vis des banques. Parce que le rôle fondamental de la banque, c'est de prendre l'épargne de quelqu'un et de le donner à crédit à quelqu'un d'autre, donc en mesurant le risque sur les pertes qu'ils peuvent générer avec l'argent qu'on leur a confié. Euh, non, au contraire, ça m'a juste permis de comprendre comment fonctionne la banque et de réaliser que parfois, en tant qu'entrepreneur, les attentes qu'on a vis-à-vis d'une banque ne sont juste pas justifiées, en fait. Et Hmm, c'est pas d'une banque qu'on doit attendre des financements, surtout quand on est en phase de démarrage de hmm, son projet entrepreneurial. Les banques, elles ne sont intéressées que par des gens qui peuvent apporter des flux hmm. ou qui peuvent rembourser des prêts avec des garanties quasiment 100%, Hmm. qui couvrent Parfois 100% voilà, 120%. qui Ouais. couvrent au moins 100% du risque. Et finalement, où on trouve l'argent? Alors, il y a plusieurs. Bon, je ne suis pas un expert du financement des initiatives entrepreneuriales, mais moi, je reste convaincu que l'argent inonde le monde, en fait, hein, qu'il y a de l'argent partout. Parfois même autour de nous, il y a des gens qui ont de l'argent. La question, c'est comment on arrive à aller vendre une idée suffisamment une idée, en fait, à quelqu'un qui a de l'argent pour qu'il nous confie une Accepte des partie flux, ouais. accepte de nous confier une partie de son Cet argent. argent, ouais. Bon, même quand, voilà, même autour de nous, on se dit, ah tiens, il y a un oncle, quand je le regarde, je pense qu'il peut Hmm, financer 5 millions dans mon business, 10 millions dans mon business. Mais comment arriver à convaincre cet oncle ouais. de financer ton activité? Ouais, ouais. Les oncles en Afrique, c'est chaud, hein. Ah oui, non, mais Ouais. clairement. Mais Et après euh, un des avantages aussi qu'on a sur les marchés africains en termes d'activité entrepreneuriale, c'est que l'environnement nous permet de commencer en mode barbare. hmm, Il y a un aîné qui me disait, si ton projet est trop gros, souviens-toi que tu ne peux pas manger un éléphant en un seul morceau, en hmm, fait. Mais hmm. si tu le découpes en plusieurs morceaux, tu peux commencer à le manger. Alors, on a l'avantage qu'on peut commencer en mode barbare. Il y a des gens qui nous le démontrent tous les jours, en fait, hein. Un jour, il vient, il monte un petit tablier, il commence à vendre des bricoles, et voilà, il augmente
son niveau de stock. Mm. Ensuite, il génère suffisamment de revenus pour monter un petit toit. Et ensuite, c'est devenu trop petit, il va se déplacer pour aller Yes. louer un espace. Donc voilà, on a l'avantage de pouvoir commencer en mode barbare, parce qu'une grosse partie de notre activité dans le continent est quand même informelle, Yes. et de grandir suffisamment dans ce mode barbare, en mode informel, pour commencer à aller progressivement se formaliser. Mm. Alors que sur des marchés occidentaux, on ne peut pas Yes. commencer en En mode mode barbare, informel. quoi. Ouais. Yes. Et finalement, quand tu te regardes, est-ce que tu préfères bâtir lentement ou scaler, on va dire, un peu rapidement, sauvagement? Parce que tu es quand même, tu viens, on va dire, d'un secteur, tu viens corporate, en fait, dans un milieu moins corporate. Qu'est-ce que... Alors, j'ai toujours été impressionné par des entreprises qui ont scalé rapidement, Rapidement. mais j'ai aussi le souvenir qu'on n'en compte pas beaucoup, en fait. Sur tous les marchés mondiaux, on n'en compte pas beaucoup. Je veux dire, si toutes les entreprises pouvaient devenir des Google, des Apple, tout ça, des Meta, ça se saurait, quoi. Moi, j'ai une préférence pour la construction progressive et lente avec une longue phase d'apprentissage et de progression euh, longue, mais sûre. Non, c'est vrai, mais la jeunesse, on est un peu gêné par ça. On veut l'agent de la Ferrari tout de suite. Oui, oui, bien sûr, parce qu'on est dans un monde où tout devient instantané. Ouais. La, la façon de communiquer, les réseaux sociaux, tous les outils technologiques, tout devient instantané. Mais moi, je reste encore inconvaincu de la construction. Ça prend du temps, hein, Ouais. ça prend du temps pour apprendre des choses, sauf si les projets en cours dans certaines sociétés de la deep tech se réalisent un jour, comme celle de rendre l'apprentissage Yes. instantané avec des insertions de puces ou autres objets dans nos cerveaux. Mais je reste convaincu que voilà, c'est même la structure humaine. On est bébé, on commence à apprendre à marcher. Donc je pense pas que on arrivera à changer ces phénomènes qui sont des phénomènes humains où en fait à 2 ans on serait déjà en train de faire des arts martiaux, ceinture noire de taekwondo. Ouais. Tout, voilà, moi, je suis plutôt inconvaincu Du process, du quoi. process, voilà. Question que je n'avais pas prévue normalement, mais que je te pose quand même, c'est si Elon Musk, avec son Neuralink, là, il est prêt et qu'il veut t'installer un implant, on demande, est-ce que Charles accepterait? Alors, moi, je suis vraiment fasciné de la tech et je pense que la technologie a- a résolu et continue de résoudre beaucoup de problèmes de la vie humaine, même si je vois beaucoup de critiques, toutes les peurs, par exemple, que je vois autour de l'IA aujourd'hui, c'est les mêmes peurs que j'ai vues dans plein d'autres technologies. L'Internet, je me souviens en 2000, on disait qu'il y aurait un crash quand on franchirait Un certain nombre les d'utilisateurs. 2000. Non, non. Ouais. Non, non, je suis inconvaincu de l'apport technologique dans l'existence humaine. Bien entendu, avec un cadre, il faut réguler toutes ces choses. Mais je ne serai pas un bêta-testeur je ne serai pas un bêta-testeur des puces d'Elon Musk. Je pensais que quand tu disais tout ça, c'était pour dire avec Mais plaisir. Ouais. il y a une étude qui a été faite notamment sur le marché chinois, où en fait on interrogeait les gens, les familles, et on leur demandait s'ils étaient prêts à adopter cette technologie pour leurs enfants, pour accélérer ce qu'ils appellent les humains Yes. augmentés, en fait. Yes. Euh, Curieusement, plus de la moitié des familles interrogées étaient favorables. Ah ouais. Ah ouais. Bon, on parle aussi d'un environnement où, en termes de technologie, on est sur des avancées déjà extraordinaires. Yes. Bah, allons dans la dernière étape de ce podcast. On va faire un petit jeu. Le jeu s'appelle Charles choisit. Donc, je te pose une question rapide et toi, tu réponds de manière... Enfin, tu choisis et tu réponds de manière percutante rapidement. D'accord? Fintech ou banque? Fintech. Pourquoi? Mais les banques sont trop rigides, elles évoluent pas, elles apprennent pas, elles proposent très peu d'innovation. Fintech, c'est l'univers de l'apprentissage et de la découverte.
Si vous êtes une banque, Charles a dit FinTech. CDA ou CEMAC? Pourquoi les questions difficiles comme ça? Allez, c'est Mac. Pourquoi? Hey, C'est petit. c'est chez moi. Libreville ou Abidjan? Encore une question difficile. Allez, Libreville. Ah ouais? Oui, oui. Le cours du bateau et tout, là? Oui, Libreville. Mais avec Abidjan à côté. Hein. Non, tu peux que choisir. Donc, tu ne choisis pas champion d'Afrique. Ok. Orange Money ou Wave? Oui, Pourquoi? simple. Parfois, une simplicité déconcertante. Parce que quand je vois les moyens qu'ils ont à leur disposition, parfois je regarde l'application Wave, je me dis, mais c'est trop basique. C'est comme si c'était un ingénieur junior qui a fait l'interface. Juste l'interface, pas l'infrastructure derrière. Mm. Donc, je me dis, c'est trop simple. Mais c'est tellement simple qu'il y a très peu de barrières d'adoption, en fait, pour le segment que ça adresse. Service. Mais bon, j'ai bien vu des évolutions récentes aussi sur Orange Money pour apporter un peu de simplicité, mais ça reste dans certains usages encore un peu rigides. Yes. Pitch deck ou deal fermé? Moi, je ne suis pas un familier des pitchs, donc je dirais deal fermé. Ok. Gagner 100K aujourd'hui ou 1 million dans 5 ans? On parle en dollars là. C'est vrai qu'on dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais moi, je suis plutôt un profil risqué, en fait. Et j'aime bien le rendement. Donc, je dirais plutôt 1 million dans 5 ans. Donc, tu ne penses pas pouvoir tourner 100K aujourd'hui en 1 million dans 5 ans? En fait, s'ils sont en train de tourner déjà tout seul, pour moi, je peux utiliser ce temps pour faire autre chose. Ouais, mais tu n'auras pas les finances. Pardon? Tu n'auras pas le capital, quoi. Ah non, mais est-ce que je dépends de ce capital pour... Ah ouais, non, bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas précisé. Ah oui, d'accord. Ok. Mais effectivement, si je pars de zéro et que je n'ai rien, oui, il vaut mieux les prendre tout de suite. Mais dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, je préférerais 1 million dans 5 ans. Yes. Et du coup, un mot pour résumer ton ADN d'entrepreneur. Alors moi, je suis, comme je disais précédemment, je suis un profil plutôt risqué. Euh, 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 J'aime avoir le sentiment dans les initiatives entrepreneuriales que je résous quelque chose. Euh, je suis capable d'aller au bout, même si je vois pas le bout du tunnel. Je vais aller très 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 loin jusqu'à ce que vraiment je me rende compte que là, ça vaut pas la peine, je me suis trompé, mais je vais essayer longtemps, je vais essayer avec toute l'énergie. Voilà, c'est plutôt cet ADN qui me caractérise, quoi. Donc, le mot risque. Oui, oui, risque. Ok. En tout cas, si vous avez appris quelque chose, partagez cet épisode. Si vous avez été surpris par certaines réponses, proposez la vôtre en commentaire. On a hâte de vous lire. Merci Charles d'être passé sur cet épisode. Mais avant de te laisser, qu'est-ce que tu dirais en mot de fin à ceux qui nous écoutent? Alors, particulièrement aux jeunes, on est un continent extrêmement jeune. J'étais surpris de voir la dernière fois que l'âge médian, surtout le continent africain, 18 ans, comparé à 44 ans sur certaines régions en Occident. Ce que j'ai envie de dire donc à cette jeunesse qui est déjà aujourd'hui très décomplexée, hein, qui n'a pas les mêmes stigmas que les plus aînés, qui a les mêmes exigences que tous les jeunes du monde entier, c'est d'être curieux, d'apprendre solidement en fait, pour affronter le monde incertain qui se dresse devant nous. On est désormais aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus de certitude en fait. Une des seules constantes aujourd'hui qu'on observe, c'est le changement. Donc, il faut apprendre, il faut être curieux, il faut être libre et il faut oser. Yes. Donc, apprenez, soyez curieux, soyez libre, osez. Et c'était Béranger et Charles pour Batonga. À très bientôt. Bye bye. Tchuss. Abonnez-vous.